Devant la porte du théâtre, elle demandait des pièces en silence. Mais le millionnaire l'observait depuis des jours. Il l'a appelée sur scène sans dire pourquoi. Et ce qu'elle a joué a arrêté la ville entière. Les marches de marbre de l'Opéra Garnier de Paris, imposantes et froides, étaient devenues le foyer improvisé de Louise Mercier. À 42 ans, son visage encore beau, marqué par des lignes qui racontaient des histoires de joie et de tristesse, elle se plaçait toujours au même endroit, à droite de l'entrée principale, avec un gobelet en papier décoloré entre ses doigts fins qui, autrefois, gesticulaient avec élégance sur scène. C'était l'automne à Paris, et les feuilles dorées tombaient autour d'elle comme des applaudissements silencieux d'un public invisible. Louise ajusta son châle élimé sur ses épaules et observa le mouvement des passants sur la place de l'Opéra. Des personnes élégantes montaient les escaliers du théâtre, tandis que d'autres, pressées, coupaient à travers la place. Personne ne remarquait que cette femme au regard lointain avait été autrefois l'étoile la plus brillante des scènes parisiennes. « Bonjour, madame. » Un jeune homme en costume bien taillé la salua, jetant quelques pièces dans son gobelet. « Que Dieu vous bénisse !» Louise sourit avec dignité. « Merci, monsieur. Profitez bien du spectacle. » Le jeune homme s'arrêta, surpris. « Comment savez-vous que je vais voir un spectacle ? Votre programme dépasse de la poche de votre veste. Aujourd'hui, c'est Roméo et Juliette. J'ai interprété Juliette 3 fois dans ce même théâtre. » Le jeune homme la regarda avec curiosité, mais fut bientôt appelé par ses amis et poursuivit son chemin. Louise soupira tandis que ses souvenirs la transportaient 15 ans en arrière. À cette époque, son nom s'affichait sur les affiches des plus grands spectacles de la ville. Louise Mercier, la promesse du théâtre national, acclamée par la critique et aimée du public. L'Opéra Garnier était sa seconde maison, et chaque recoin de ce lieu gardait un souvenir. La loge principale, où elle se transformait en personnage inoubliable. La scène où sa voix résonnait avec force et émotion. Les coulisses, où des romances et des amitiés fleurissaient entre une scène et l'autre. Sa carrière avait commencé précocement, à 16 ans, quand elle quitta Versailles, sa ville natale, pour tenter sa chance dans la capitale. Fille d'une professeure de littérature et d'un musicien bohème, Louise avait grandi entourée de livres et de mélodies, développant très tôt un amour profond pour l'art. Son talent naturel pour l'interprétation l'avait menée à conquérir de petits rôles dans des productions locales, jusqu'à ce qu'elle soit découverte par un metteur en scène renommé lors d'une représentation étudiante. Depuis lors, sa trajectoire avait été marquée par de grands succès. Elle avait interprété aussi bien des classiques de Shakespeare que des pièces contemporaines françaises, donnant vie à des personnages complexes qui démontraient sa polyvalence comme actrice. C'est pendant une saison de La Mégère apprivoisée qu'elle rencontra Antoine Chevalier, un homme d'affaires qui deviendrait son compagnon pendant 8 ans. La relation, cependant, ne résista pas aux exigences de la carrière artistique. Les longues tournées, les répétitions nocturnes et le harcèlement constant des médias créèrent des fissures insurmontables entre le couple. La séparation, bien que douloureuse, n'ébranla pas immédiatement le succès professionnel de Louise. C'est quand elle décida de tout risquer sur une production personnelle que sa chance commença à tourner. Le Dernier Rideau, pièce écrite et produite par elle-même, consomma toutes ses économies. Le texte, une critique acerbe de l'hypocrisie de l'élite culturelle française, ne plut pas aux sponsors habituels. L'échec au box-office et les critiques négatives ne furent que le début de sa chute. Une grave inflammation des cordes vocales, résultat d'années de surcharge, l'obligea à s'éloigner des scènes pendant plus d'1 an. Les traitements coûteux et l'absence de travail épuisèrent ses ressources. Quand elle se rétablit enfin, le marché avait déjà trouvé de nouvelles étoiles pour occuper sa place. Les portes commencèrent à se fermer. Des metteurs en scène qui imploraient autrefois sa participation ne répondaient plus à ses appels. Des amis du milieu artistique devinrent soudainement inaccessibles. L'âge, implacable ennemi des actrices en France, commença aussi à prélever son tribut. Les rôles offerts étaient de plus en plus insignifiants, jusqu'à ce qu'ils cessent d'exister. Louise résista autant qu'elle put. Elle vendit son appartement à Montmartre et déménagea dans une chambre de bonne en banlieue. Elle donna des cours de théâtre dans des écoles publiques pendant un certain temps, jusqu'à ce que les coupes budgétaires éliminent les ateliers culturels. Elle travailla comme réceptionniste, vendeuse, serveuse, mais aucun emploi ne durait longtemps. L'éclat dans ses yeux, sa posture de reine et sa façon particulière de parler
trahissait son origine artistique et gênait patrons et collègues. Quand le loyer fut en retard pour la 3e fois, Louise fut expulsée. Avec une petite valise contenant ses dernières possessions, incluant une robe de gala et quelques photographies encadrées de ses jours de gloire, elle erra dans les rues du centre. Sans alternative, elle finit par trouver refuge sur les marches de l'Opéra Garnier, le lieu qu'il avait un jour applaudi debout. Elle était là maintenant depuis presque 2 ans, survivant de petits dons et de la bonté occasionnelle des employés du théâtre qui reconnaissaient en elle l'ancienne étoile. Le gardien de l'entrée, elle lui apportait parfois un café chaud les matins d'hiver. La billettiste la plus âgée partageait des sandwichs pendant sa pause, petit geste de solidarité qui maintenait vivante la flamme de la dignité dans son cœur. Ce mercredi après-midi, en observant le mouvement de la place, Louise remarqua une agitation différente autour du théâtre. Des voitures luxueuses se garaient à l'entrée, des journalistes se positionnaient stratégiquement et de jeunes acteurs et actrices arrivaient anxieux, vêtus de leurs plus beaux habits. « Vous êtes au courant de la nouvelle, Madame Louise ?» demanda Sébastien, le portier qui discutait parfois avec elle. L'opéra a été racheté par un homme d'affaires célèbre. On dit qu'il va tout révolutionner ici. Aujourd'hui, c'est l'annonce officielle de la nouvelle saison. Louise acquiesça, sentant une pointe de curiosité mêlée de mélancolie. Combien de fois avait-elle été la vedette principale de l'annonce d'une nouvelle saison? Combien d'interviews avait-elle accordées sur ces mêmes marches, parlant de ses prochains défis artistiques? Une limousine noire se gara directement à l'entrée principale. Les photographes s'approchèrent rapidement, et Louise dut se recroqueviller pour ne pas être piétinée par la petite foule qui se forma. Elle s'ajusta dans son coin, essayant de passer inaperçue. De l'élégant véhicule descendit un homme grand, d'environ 50 ans, aux cheveux grisonnants sur les tempes et un costume impeccablement taillé. Son visage bronzé et sa stature athlétique transmettaient une image de succès et de vitalité. C'était Richard Valmont, le nouveau propriétaire de l'Opéra Garnier, homme d'affaires dans le secteur des communications et maintenant investisseur culturel. Richard sourit au journaliste, répondit à quelques questions avec aisance et commença à monter les escaliers. C'est alors que son regard croisa celui de Louise, assise à sa place habituelle. Pendant un instant fugace, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une étincelle de reconnaissance peut-être, ou simplement la curiosité face à une figure si décalée dans ce scénario de glamour. Il hésita, ralentissant son pas. Les gardes du corps et les assistants continuèrent à marcher, créant un petit vide entre eux et l'homme d'affaires. Richard inclina légèrement la tête, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Louise soutint son regard avec la dignité que les années de privation n'avaient pas réussi à lui voler. « Nous connaissons-nous » demanda-t-il, surprenant tout le monde en s'adressant à cette femme d'apparence modeste. Avant que Louise ne puisse répondre, une belle jeune femme en blazer rouge s'approcha de lui. « Monsieur Valmont, tout le monde vous attend dans le grand salon. La conférence de presse commence dans 5 minutes. » Richard acquiesça, mais ses yeux restèrent fixés sur Louise quelques secondes de plus. Avec un signe presque imperceptible, il se tourna et continua son chemin vers l'intérieur du théâtre, laissant derrière lui une Louise intriguée et pour la première fois depuis longtemps, légèrement pleine d'espoir. Tandis que le brouhaha de la réception faite à l'homme d'affaires s'éloignait, Louise regarda le ciel de Paris, où les premières étoiles commençaient à apparaître, rivalisant avec les lumières de la ville. Il y avait quelque chose dans ce regard, dans ce bref moment de connexion, qui avait allumé une étincelle en elle, une étincelle qu'elle pensait éteinte depuis longtemps. La conférence de presse à l'intérieur de l'Opéra Garnier se déroulait avec l'enthousiasme prévu. Richard Valmont, avec son charisme naturel, annonçait les ambitieux plans pour la nouvelle saison. Rénovation de la structure centenaire du bâtiment, partenariats internationaux et une série de productions qui promettaient de revitaliser la scène théâtrale parisienne. Cependant, tout en répondant aux questions des journalistes avec aisance, son esprit vagabondait sans cesse vers la femme sur les marches de l'entrée. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, une dignité qui contrastait avec les vêtements usés et le gobelet en papier. Richard n'arrivait pas à se concentrer totalement, et cela n'échappa pas à Béatrice Olivier, son efficace assistante personnelle depuis plus de 8 ans. « Vous allez bien ?» chuchota Béa, pendant une brève pause entre les questions. « Vous
semblait distrait. Richard acquiesça discrètement et reprit son discours sur l'importance du théâtre comme patrimoine culturel français. Il parla d'inclusion, d'apporter l'art à tous les segments de la société, des mots qui sonnaient particulièrement ironiques, considérant l'image de la femme assise dehors, exclue de ce monde qui, un jour, il le soupçonnait avait été son foyer. À la fin de la conférence, tandis que les invités se dirigeaient vers le cocktail préparé dans le foyer, Richard appela Béa dans un coin. Cette femme à l'entrée, assise sur les marches, savez-vous qui elle est? Béa fronça les sourcils. La mendiante. Elle est toujours là, monsieur. Le personnel de l'administration a déjà essayé de l'éloigner plusieurs fois, mais elle revient toujours. On dit qu'elle était actrice dans le passé, mais vous savez comment c'est. Beaucoup de gens inventent des histoires. Je veux lui parler, décida Richard subitement. Amenez-la à mon bureau après le cocktail, discrètement. La surprise sur le visage de Béatrice était évidente, mais des années de professionnalisme l'empêchèrent de questionner l'ordre. Comme vous voudrez, je vais m'en occuper. Pendant ce temps, dehors, Louise observait les personnes élégantes entrant et sortant du théâtre. Le flux avait diminué après le début de la conférence, et maintenant, elle comptait les pièces reçues durant la journée. Suffisant pour un encas simple et peut-être un ticket de métro jusqu'au refuge municipal où elle obtenait parfois un lit. « Madame Mercier ?» Une voix féminine interrompit ses calculs. Louise leva les yeux, surprise d'entendre son nom de famille. Devant elle se tenait la jeune femme en blazer rouge qui avait appelé l'homme d'affaires plus tôt. « Oui, je m'appelle Béatrice Olivier, assistante de Monsieur Valmont. Il aimerait vous parler, si possible. » Louise hésita, méfiante. Des années à vivre dans la rue lui avaient appris à être prudente. À quel sujet? Il n'a pas précisé, mais je vous garantis que ses intentions sont les meilleures. Monsieur Valmont est un homme intègre. Béa offrit un sourire qui se voulait rassurant, mais qui ne parvenait pas à cacher complètement sa propre curiosité sur l'intérêt de son patron pour cette femme. Après un moment de réflexion, Louise rangea les pièces dans la poche de son manteau usé et se leva avec une dignité qui surprit Béatrice. Malgré les circonstances, il y avait une élégance naturelle dans ses mouvements, comme si son corps se souvenait encore du temps où elle interprétait des reines et des héroïnes. « Je dois laisser mon sac quelque part en sécurité, Louise. » Montra un sac en toile décoloré adossé au pilier. « Vous pouvez l'apporter, il n'y a pas de problème. » répondit Béatrice, de plus en plus intriguée par cette femme qui parlait avec la diction parfaite d'une actrice formée. Le bureau temporaire de Richard Valmont occupait ce qui était auparavant la salle du directeur artistique du théâtre. Installé parmi des meubles anciens et des étagères remplies de textes théâtraux, l'homme d'affaires semblait étrangement à l'aise, comme si cet environnement lui était plus familier que ses bureaux d'entreprise sur les Champs-Élysées. Quand Béatrice frappa à la porte et entra accompagnée de Louise. Richard était debout, observant d'anciennes photographies encadrées sur les murs, des témoignages de productions historiques de l'Opéra Garnier. « Merci, Béa. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît » demanda-t-il, se tournant pour faire face à la visiteuse. Dès que la porte se referma, un silence inconfortable remplit la pièce. Louise resta immobile, tenant son sac contre son corps, tandis que Richard l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il indiqua un fauteuil en cuir. « Voulez-vous quelque chose à boire? De l'eau, du café, peut-être un verre de vin ?»« De l'eau, s'il vous plaît, » répondit Louise, choisissant de s'asseoir au bord du fauteuil, comme si elle était prête à se lever et à partir à tout moment. Richard servit de l'eau dans 2 verres en cristal, un détail qui n'échappa pas à Louise. Habituée à boire dans des gobelets en plastique depuis si longtemps que le poids du cristal dans ses mains semblait presque irréel. « Je sais que vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir ici, » commença-t-il, s'asseyant dans le fauteuil opposé. « Pour être sincère, je n'en suis pas sûr moi-même. Il y a quelque chose en vous qui me semble familier, bien que je n'arrive pas à préciser quoi. » Louise prit une petite gorgée d'eau avant de répondre. « Peut-être m'avez-vous vu dans une pièce il y a de nombreuses années. J'ai été actrice de ce théâtre pendant presque une décennie. » Les yeux de Richard s'illuminèrent de reconnaissance. « Bien sûr, je me souviens maintenant. Vous êtes Louise Mercier. Vous avez interprété Ophélie dans cette production d'Hamlet en 2008, n'est-ce pas? Et vous étiez aussi dans La maison de Bernarda Alba, comme la fille rebelle. »
Un sourire involontaire apparut sur le visage de Louise. Être reconnue, être identifiée, après tant de temps, c'était comme recevoir un cadeau inattendu. Adélie, la fille rebelle s'appelait Adélie dans l'adaptation française. C'est ça. Richard semblait véritablement enthousiaste. J'ai assisté aux 2 pièces. Votre interprétation était électrisante. Vous aviez une qualité unique, une présence que peu d'acteurs parviennent à atteindre. Le compliment, sincère et spécifique, fit baisser un peu la garde de Louise. Vous semblez connaître beaucoup de choses sur le théâtre pour un homme d'affaires du secteur des communications. Richard rit, un son grave et agréable qui remplissait la pièce. Je n'ai pas toujours été seulement un homme d'affaires. En fait, avant d'entrer dans les affaires familiales, je rêvais d'être metteur en scène. J'ai même étudié les arts de la scène pendant 2 ans, jusqu'à ce que mon père subisse une crise cardiaque et que je doive reprendre l'entreprise. Et vous avez abandonné vos rêves, compléta Louise, avec une compréhension qui venait de sa propre expérience. Disons que je les ai reportés indéfiniment, corrigea-t-il avec un sourire mélancolique. L'achat de ce théâtre est, d'une certaine façon, une tentative de reconnexion avec cette partie de ma vie. Un nouveau silence s'établit entre eux, plus confortable cette fois, comme si un pont invisible commençait à se former, reliant leurs expériences séparées. « Et vous, que s'est-il passé ?» Richard demanda finalement avec délicatesse. « Comment une actrice de votre calibre finit sur les marches du théâtre à demander des pièces ?» Louise compléta, sans rancœur dans la voix. « C'est une longue histoire. La version courte inclut une production ratée, des problèmes de santé, l'âge qui avance dans un milieu qui valorise la jeunesse et des choix pas toujours judicieux. » Elle raconta alors sa trajectoire, les hauts et les bas, sans apitoiement, sur elle-même, mais avec l'honnêteté crue de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Elle parla du dernier rideau, la pièce qui aurait dû être son apogée créatif et qui finit par être le début de sa chute. Elle mentionna l'inflammation des cordes vocales qui l'éloigna des scènes au moment le plus crucial. Elle décrivit la lutte pour rester pertinente dans un marché impitoyable, surtout pour les femmes de plus de 40 ans. Richard écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions qui révélaient un intérêt et une connaissance authentique du milieu théâtral. Quand Louise termina son récit, la nuit était déjà bien avancée. Le cocktail s'était terminé depuis des heures et le théâtre était pratiquement vide. « Vous savez, dit Richard après quelques moments de réflexion, je suis sur le point de lancer une nouvelle production, une adaptation contemporaine. De La Mouette, de Tchekhov. Nous n'avons pas encore finalisé la distribution. » Louise se redressa dans le fauteuil, soudainement alerte. « Vous ne suggérez pas. »« Si, c'est exactement ce que je suggère. » Richard l'interrompit avec un sourire. « J'aimerais que vous passiez une audition pour le rôle d'Irina Arkadina. » Le choc sur le visage de Louise était évident. Arkadina, l'actrice d'âge mûr qui lutte pour rester pertinente dans un monde qui valorise la jeunesse, craignant d'être remplacée par des actrices plus jeunes, y compris par sa propre belle-fille. C'était un rôle complexe, stimulant et douloureusement approprié à sa situation actuelle. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ça fait si longtemps. Ma voix n'est plus la même, mon corps. Votre expérience et votre vérité en tant qu'artiste valent plus que n'importe quelle technique, » argumenta Richard se penchant en avant. « De plus, ce n'est qu'une audition. Qu'avez-vous à perdre ?» Qu'avait-elle à perdre? Louise faillit rire de la question. Rien, évidemment. Elle avait déjà tout perdu. C'était peut-être exactement pour cela que la proposition semblait si effrayante, parce qu'elle offrait la possibilité d'avoir à nouveau quelque chose à perdre. « Quand serait-ce » demanda-t-elle finalement, la voix presque inaudible. « La semaine prochaine. Nous commençons les lectures préliminaires lundi. Nous nous arrangerons pour la question de l'hébergement et tout le reste. Ne vous inquiétez pas de cela maintenant. » Louise acquiesça lentement, encore incrédule face au revirement que sa vie était sur le point de prendre. « Pourquoi faites-vous cela? Vous me connaissez à peine. » Richard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville, qui clignotaient dans la nuit parisienne. Quand il se retourna, il y avait une expression difficile à déchiffrer sur son visage, un mélange de détermination et quelque chose qui semblait presque de la nostalgie. Disons que je suis mon instinct. Ou peut-être est-ce une façon d'honorer ce jeune homme qui voulait être metteur en scène et qui a fini prisonnier de réunions d'entreprise. Il fit une pause avant d'ajouter «
De plus, j'ai déjà vu votre travail. Je sais de quoi vous êtes capable. » Un employé frappa à la porte, informant que le théâtre était sur le point de fermer. Richard acquiesça et se tourna vers Louise. « J'ai une proposition. Demain, à 10 heures, Béatrice viendra vous chercher. Nous vous fournirons des vêtements appropriés, un endroit où séjourner jusqu'à l'audition, et tout ce dont vous aurez besoin. Qu'en dites-vous » Louise resta silencieuse pendant un long moment, le cœur battant face à la croisée des chemins qui se présentaient. Retourner aux marches, à sa routine quotidienne de survie ou se risquer à nouveau, s'exposer à la possibilité d'une déception de plus. « Oui », répondit-elle finalement, se surprenant elle-même par la fermeté dans sa voix. « Je vous attendrai demain. » Tandis qu'elle marchait hors du théâtre, escortée par un garde que Richard avait désigné pour l'accompagner, Louise sentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le trac, l'anxiété électrique, qui précédait une nouvelle production. C'était comme si une partie endormie de son être commençait à s'éveiller, s'étirant après un long hiver. Dans le ciel nocturne de Paris, entre les gratte-ciels illuminés et la pollution lumineuse qui éclipsait les étoiles, une mouette solitaire volait contre le vent, défiant les courants d'air. Louise l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité. Un présage ou peut-être simplement une coïncidence poétique pour ce qui était à venir. Les premiers rayons du soleil avaient à peine touché la place de l'Opéra que Louise était déjà réveillée, assise sur les marches familières de l'Opéra Garnier. Elle n'avait pas réussi à dormir au refuge où elle avait passé la nuit. Son esprit bouillonnait de souvenirs, de doutes et d'un timide espoir qu'elle tentait de contenir, craignant les déceptions. À 9h30 précisément, une voiture noire se gara devant le théâtre. Béatrice descendit impeccable dans son tailleur gris et sourit en voyant que Louise l'attendait déjà. « Bonjour, Madame Mercier, je vois que vous êtes ponctuelle. » Louise ajusta son sac décoloré et répondit avec dignité « Au théâtre, arriver à l'heure, c'est arriver en retard. J'ai toujours préféré arriver avant. » La première destination fut un appartement dans le Marais, quartier chic de Paris, que Richard maintenait pour les invités importants. En chemin, Béatrice expliqua que l'appartement serait à la disposition de Louise pendant la durée du processus de sélection et éventuellement pendant toute la saison si elle était choisie. « Monsieur Valmont a demandé à ce qu'on vous procure aussi des vêtements, » continua Béatrice consultant sa tablette. « Une conseillère en style viendra nous rejoindre dans 1 heure. Ensuite, nous avons déjeuné et dans l'après-midi votre première visite aux répétitions pour rencontrer le metteur en scène et le reste de la distribution potentielle. » Ladi. Vitesse à laquelle sa vie changeait donna le vertige à Louise. Il y a moins de 24 heures, elle comptait des pièces pour acheter un sandwich. Maintenant, elle était dans une voiture luxueuse en route vers un appartement dans le Marais, avec un agenda chargé devant elle. L'appartement était élégant sans être ostentatoire. 2 chambres, un salon spacieux avec vue sur la Seine, une cuisine équipée et une salle de bain avec baignoire. Louise resta figée à l'entrée, absorbant la réalité d'avoir à nouveau un toit sûr au-dessus de sa tête. « Faites comme chez vous », dit Béatrice, posant les clés sur une table basse. « Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur, des vêtements basiques dans le dressing et des produits d'hygiène dans la salle de bain. La conseillère en style arrivera à 11 heures. Je serai de retour à 13 heures pour vous emmener déjeuner avec Monsieur Valmont. » Quand Béatrice sortit, Louise marcha lentement dans l'appartement, touchant les meubles comme s'ils pouvaient disparaître à tout moment. Elle entra dans la salle de bain et resta à regarder la baignoire comme si c'était un objet extraterrestre. Combien de temps s'était écoulé depuis son dernier bain chaud et prolongé? Des années, peut-être. Elle remplit la baignoire, se déshabilla et observa son reflet dans le miroir. Son corps avait changé, plus mince à certains endroits, marqué par le temps à d'autres. Mais c'était toujours son corps, l'instrument qu'elle avait si souvent utilisé pour donner vie à divers personnages. Avec précaution, elle entra dans l'eau chaude et se permit de pleurer pour la première fois depuis que Richard Valmont était réentré dans sa vie. À 11 heures précises, la sonnette retentit. La conseillère en style, Marine, était une femme d'âge moyen aux yeux doux qui traita Louise avec un respect professionnel sans pitié ni jugement. Elle apporta diverses options de vêtements dans des tailles variées ainsi que des produits pour les cheveux et le maquillage. Monsieur Valmont a dit que le style devait être élégant, mais confortable.
Rien de trop extravagant, expliqua Marine. Tandis que Louise essayait un ensemble pantalon et blazer bleu. Marine, vous avez une structure osseuse incroyable. Vous deviez être une femme éblouissante quand vous étiez jeune. Je suis toujours la même femme, répondit Louise avec un sourire calme. Simplement avec quelques histoires de plus à raconter. À la fin de la séance, Louise avait une garde-robe basique et adéquate, 3 ensembles formels, quelques vêtements décontractés, une robe pour les occasions spéciales et des chaussures confortables. Marine l'aida aussi avec ses cheveux, coupant les pointes abîmées et lui apprenant à utiliser les produits adaptés pour revitaliser les boucles naturelles que Louise avait abandonnées durant des années de négligence forcée. Quand Béatrice revint la chercher, elle s'arrêta à la porte, sincèrement impressionnée par la transformation. Ce n'était pas seulement les nouveaux vêtements ou la coiffure soignée, il y avait un changement subtil dans la posture de Louise, une étincelle dans les yeux qui n'étaient pas là la veille. Le déjeuner eut lieu dans un restaurant discret du Vieux Paris, près du théâtre. Richard était déjà là quand elles arrivèrent, conversant avec animation avec un homme d'environ 60 ans, cheveux blancs et lunettes à monture épaisse. « Louise !» Richard se leva pour l'accueillir. « Vous êtes merveilleuse. Permettez-moi de vous présenter Marc Gauthier, notre metteur en scène pour La Mouette. » Marc se leva et serra la main de Louise avec enthousiasme. « C'est un honneur de vous rencontrer personnellement, Madame Mercier. J'ai assisté à votre Hedda Gabler en 2005. Inoubliable. » Le déjeuner se déroula dans une atmosphère agréable. La conversation coulant naturellement entre discussions sur la pièce, interprétations antérieures de Tchekhov et anecdotes du monde théâtral. Louise, initialement réticente, se retrouva bientôt à participer activement, sa connaissance et sa passion pour le théâtre émergeant comme si elle n'avait jamais été réprimée. Marc expliqua sa vision pour l'adaptation. Je transfère l'action dans une propriété en Provence, dans les années 1990. L'essence demeure, les conflits générationnels, la tension entre tradition et innovation dans l'art, l'amour non partagé. Mais je veux que cela résonne avec le public français contemporain. Intéressant, commenta Louise pensive. Arkadina serait donc une actrice de la télévision française sur le déclin, peut-être une ancienne vedette de série. Exactement. Marc frappa sur la table, enthousiaste. Vous voyez, Richard, elle comprend parfaitement. Richard observait l'interaction avec un sourire satisfait, comme s'il assistait à la confirmation d'une intuition. Je vous avais dit qu'elle serait parfaite. Après le déjeuner, ils se dirigèrent vers le théâtre pour la première lecture informelle. Louise sentit son estomac se nouer en montant les escaliers, non plus comme mendiante, mais comme invitée. Plusieurs jeunes visages se tournèrent quand elle entra dans la salle de répétition, certains curieux, d'autres visiblement confus par sa présence. Tout le monde, attention, appela Marc, plaçant sa main sur l'épaule de Louise. J'ai le plaisir de vous présenter Louise Mercier, qui se joint à nous pour lire le rôle d'Irina. Un murmure parcourut la salle. Certains des acteurs plus âgés la reconnurent immédiatement, s'approchant pour la saluer avec révérence. Les plus jeunes semblaient perdus, consultant discrètement leur téléphone pour découvrir qui était cette femme. Parmi les jeunes actrices, une en particulier attira l'attention de Louise. Brune, yeux expressifs, avec une posture qui combinait confiance et vulnérabilité. Quelque chose en elle semblait étrangement familier. La jeune femme s'approcha, tendant la main. « C'est un immense plaisir, Madame Mercier. Je suis Charlotte Dupont. Je lis pour le rôle de Nina. » Louise sentit le monde s'arrêter un instant. « Charlotte, la petite Charlotte de Versailles ?» Le visage de la jeune femme s'illumina. « Vous vous souvenez de moi, j'étais certaine que vous ne vous souviendriez pas. Ça fait si longtemps. Comment pourrais-je oublier? Tu étais la fille de Marianne, ma voisine. Tu me suivais toujours dans la maison en me demandant de raconter des histoires. » Louise sourit, émue. « Tu ne peux pas avoir plus de 25 ans, compléta Charlotte, riant. J'avais seulement 8 ans quand vous avez quitté Versailles, mais vous avez été mon inspiration pour suivre une carrière artistique. Je racontais toujours à tout le monde que j'avais connu la grande Louise Mercier. La coïncidence était presque incroyable. La fille de son ancienne voisine, la petite fille qui avait l'habitude de regarder fascinée les répétitions de Louise sur la terrasse de la maison, était maintenant une actrice adulte sur le point de jouer avec elle. Le monde du théâtre, toujours si vaste et en même temps si petit. La lecture commença, avec les acteurs assis en cercle.
Initialement, Louise se sentait rouillée, sa voix hésitante en lisant les premières répliques d'Arcadina. Mais peu à peu, quelque chose de familier commença à s'éveiller en elle. Les mots sur le papier prirent vie, sa respiration trouva le bon rythme et sa voix retrouva une partie de la puissance et de l'expressivité qui l'avait rendue célèbre. Le moment le plus intense vint durant une scène entre Arcadina et Nina, le personnage de Charlotte. Les deux femmes, l'actrice expérimentée craignant la fin de sa carrière et la jeune rêveuse aspirant à une place au soleil, créèrent une tension palpable simplement avec la lecture. Quand elles terminèrent, il y avait un silence absolu dans la salle. « Ça, dit Marc finalement, la voix émue, c'était extraordinaire. » Richard, observant du fond de la salle, se contenta de sourire. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son regard d'approbation disait tout. Après la lecture, alors que les acteurs se dispersaient, Charlotte attira Louise dans un coin. « Je dois vous dire quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. Si je suis ici aujourd'hui... » Louise fronça les sourcils, confuse. « Je vous ai vue, Louise, assise sur les marches du théâtre, plusieurs jours. Je vous ai reconnue immédiatement, mais je n'ai pas eu le courage de m'approcher. Je ne savais pas quoi dire. » Charlotte hésita, se mordant la lèvre. « Quand j'ai appris que Richard Valmont avait acheté le théâtre et cherchait des acteurs pour une nouvelle production, j'ai envoyé mon portfolio comme je le fais toujours. Lors de l'entretien avec lui, j'ai mentionné que je vous connaissais, que vous aviez été mon inspiration. »« Tu lui as parlé de ma situation ?» demanda Louise, sentant une pointe de honte. « Pas exactement. J'ai seulement dit que j'avais perdu contact avec vous et que ce serait un rêve de pouvoir travailler à vos côtés un jour. » Charlotte prit les mains de Louise. « Je crois qu'il vous avait déjà remarqué de lui-même. J'ai juste donné un petit coup de pouce au destin. » Louise ne savait pas comment se sentir. Une partie d'elle voulait ressentir du ressentiment face à cette interférence, mais une autre partie, plus grande et plus sensée, reconnaissait le geste pour ce qu'il était. Un acte d'amour et d'admiration de quelqu'un qui ne l'avait jamais oublié. « Merci, dit-elle finalement en serrant les mains de Charlotte. Je crois que nous avons tous besoin d'un ange gardien de temps en temps. » Sur le chemin du retour vers l'appartement, Louise observait par la fenêtre de la voiture la ville qui avait été à la fois la scène de ses succès et le témoin de sa chute. Paris, immense et contradictoire, où des milliers d'histoires comme la sienne se déroulaient quotidiennement, des personnes montant et descendant l'échelle sociale, des rêves se réalisant et se brisant, des secondes chances surgissant, quand on s'y attendait le moins. « Monsieur Valmont a demandé à vous informer que la décision concernant la distribution sera annoncée vendredi, » dit Béatrice, interrompant ses pensées. « Mais entre nous, je peux dire que je ne l'ai jamais vue aussi enthousiaste pour une actrice auparavant. » Louise acquiesça, reconnaissante mais prudente. Elle avait assez vécu pour savoir que, au théâtre comme dans la vie, rien n'était garanti, jusqu'à ce que les rideaux s'ouvrent. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle se permit de rêver à la possibilité d'un nouvel acte dans son histoire, un qui ne serait pas défini par la chute, mais par la résurrection. Cette nuit-là, allongée dans le lit confortable de l'appartement, Louise relut le texte de La Mouette jusqu'à s'endormir. Dans ses rêves, elle volait au-dessus de Paris, non pas comme la mouette abattue de la pièce de Tchekhov, mais comme un oiseau renaissant, ses ailes étendues contre le ciel infini des possibilités. Les jours qui suivirent passèrent en un tourbillon pour Louise. Le vendredi, comme prévu, Marc Gauthier annonça officiellement la distribution de La Mouette, et à la joie contenue de Louise, elle fut confirmée dans le rôle d'Irina Arcadina. Charlotte conquit également le rôle de Nina, et la chimie entre les deux pendant les lectures fut déterminante pour la décision. L'annonce fut faite durant un brunch au restaurant de l'Opéra Garnier, en présence de toute la distribution, de l'équipe technique et de quelques journalistes sélectionnés. Richard Valmont, dans un discours bref mais percutant, parla de renouveau, d'opportunités et de l'importance de valoriser les talents français de toutes les générations. « Je crois que le théâtre a le pouvoir de transformer des vies, » dit-il, son regard rencontrant celui de Louise un instant. Tant pour ceux qui regardent que pour ceux qui dédient leur vie à cet art. La première semaine de répétition fut un test de résistance physique et émotionnelle pour Louise. Ses muscles, déshabitués à la routine rigoureuse, protestaient. Sa mémoire, autrefois impeccable pour mémoriser les textes,
exigeait maintenant plus d'efforts et de concentration. Mais il y avait aussi une joie indescriptible à être de retour dans cet univers, les plaisanteries en coulisses, le rituel d'échauffement vocal, la complicité qui naissait entre les acteurs. « Vous vous adaptez bien ?» demanda Richard un après-midi, trouvant Louise seule sur scène après une répétition particulièrement épuisante. Elle était assise au bord de la scène, massant ses pieds douloureux, mais se redressa en le voyant. « Ah oui, c'est comme faire du vélo. On n'oublie jamais complètement, mais les muscles mettent du temps à se souvenir. » Richard s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. Marc est impressionné. Il dit que votre Arkadina a des couches qu'il n'imaginait même pas dans le texte. « Arkadina et moi avons beaucoup en commun, » répondit Louise avec un sourire mélancolique. « Nous connaissons toutes deux la gloire et l'oubli. Nous luttons toutes deux contre le temps. Dans une profession qui idolâtre la jeunesse. La différence est que vous avez une seconde chance, » observa Richard, son ton s'adoucissant. Arkadina s'accroche désespérément à ce qui reste de sa renommée. Louise le regarda, curieuse. « Pourquoi faites-vous cela, Richard? Pourquoi? Me donner cette chance? Je n'ai toujours pas complètement compris. » Richard resta silencieux un moment, son regard parcourant le théâtre vide, les rangées de sièges qui seraient bientôt occupées par des spectateurs. « Peut-être parce que je cherche aussi une seconde chance d'une certaine façon. » « Comment ça? J'ai abandonné l'art pour la sécurité financière. J'ai passé des décennies à construire un empire d'entreprise. J'ai conquis tout ce que l'argent peut acheter, mais j'ai perdu la connexion avec ce qui comptait vraiment pour moi. » Il fit une pause, choisissant ses mots. Acheter ce théâtre, produire cette pièce, ce sont des tentatives de retrouver ce jeune idéaliste que j'étais autrefois. La confession, inattendue et sincère, créa un nouveau lien entre eux. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une actrice tombée en disgrâce sauvée par un mécène généreux. C'était la rencontre de deux âmes, cherchant la rédemption, chacune à sa manière. Tandis que les répétitions avançaient, Louise et Charlotte développèrent une relation qui transcendait le partenariat scénique. Charlotte, avec son enthousiasme juvénile et son admiration sincère, apporta une nouvelle énergie dans la vie de Louise. En échange, la vétérane partageait son expérience, pas seulement sur les techniques de jeu, mais sur la vie en coulisses, les sacrifices de la profession et comment maintenir l'intégrité artistique dans un milieu souvent cruel. « Comment avez-vous géré les critiques négatives ?» demanda Charlotte un soir, alors qu'elle prenait un café après une répétition. « J'ai une peur bleue de lire de mauvaises critiques. » Louise sourit, se rappelant ses propres peurs. Au début, chaque mot négatif était comme un coup de poignard. Je pleurais pendant des jours, je remettais en question mon talent, mon choix de carrière. Avec le temps, j'ai appris à filtrer, à absorber ce qui pouvait me faire grandir et ignorer ce qui n'était que malveillance ou incompréhension. Et le dernier rideau, ça a dû être dévastateur. La mention de la pièce qui avait marqué le début de son déclin fit momentanément se raidir Louise. Ça l'a été. Non seulement à cause des critiques, mais parce que c'était un projet personnel, quelque chose dans lequel j'avais mis mon âme. Le rejet a semblé trop intime. Charlotte hésita avant de poser la question suivante. « Est-il vrai que vous avez écrit cette pièce basée sur une expérience personnelle? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle était autobiographique. »« Partiellement, » admit Louise après un moment. Elle parlait d'une actrice qui découvrait que son mentor et amant manipulait sa carrière, l'utilisant pour ses propres fins artistiques. Elle fit une pause, les yeux lointains. « J'avais 27 ans quand je me suis impliqué avec Alexandre Moreau, un metteur en scène consacré, 30 ans plus âgé. Il a façonné ma carrière, m'a donné des rôles importants, m'a beaucoup appris, mais il me contrôlait aussi, décidait quel projet je devais accepter ou refuser. Et vous avez rompu avec lui. » Oui, quand j'ai réalisé que je devenais simplement une extension de ses ambitions artistiques. Le dernier rideau a été ma déclaration d'indépendance. Malheureusement, Alexandre avait beaucoup d'amis influents dans la critique et le milieu théâtral. La révélation flotta entre elles, ajoutant une nouvelle dimension à l'histoire de Louise. Ce n'était pas seulement le hasard ou l'âge qui avait fait chuter sa carrière, mais aussi les dynamiques complexes de pouvoir qui gouvernaient fréquemment le monde artistique. Tout n'était pas, cependant, des moments de connexion et de
Camaraderie dans les répétitions. Julie Saunier, l'actrice de 38 ans choisie pour interpréter Macha, observait la proximité croissante entre Louise et Richard avec un inconfort évident. Julie, qui avait déjà travaillé dans d'autres productions financées par Valmont, nourrissait des ambitions qui allaient au-delà de la scène. C'était une rumeur persistante en coulisses qu'elle tentait depuis un certain temps d'établir une relation plus intime avec l'homme d'affaires. Impressionnant comme certaines personnes obtiennent des rôles, n'est-ce pas? Commenta Julie avec une fausse désinvolture durant une pause, quand elle était assez proche pour que Louise l'entende. Le talent n'est pas toujours le facteur décisif dans ce milieu. Louise, qui avait déjà affronté ce genre de personnes au cours de sa carrière, se contenta de sourire poliment. En effet, parfois la persévérance et l'authenticité comptent plus que les tentatives de manipulation. Le commentaire bien placé fit rougir Julie et s'éloigner, mais le climat de tension était établi. Dans les jours suivants, de petits accidents commencèrent à se produire. Le texte de Louise disparaissant juste avant une répétition, son costume étant accidentellement taché, des commentaires chuchotés qui sapaient subtilement sa confiance. Charlotte remarqua ce qui se passait et devint une alliée farouche, toujours attentive à neutraliser les petits sabotages. « Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça », confia Charlotte. « Vous ne concourez même pas pour le même rôle. » « Il ne s'agit pas du rôle », expliqua Louise, avec la sagesse de quelqu'un qui avait déjà vu beaucoup de drames en coulisses. « Il s'agit d'attention, de pouvoir. Julie se voit probablement en moi dans quelques années et cela la terrifie. » La situation atteignit un point critique durant la répétition d'une scène particulièrement émouvante entre Arkadina et son fils Constantin, interprété par Pierre-Henry, un jeune acteur prometteur. La scène exigeait que Louise alterne rapidement entre vulnérabilité et manipulation, montrant l'amour authentique d'une mère qui, cependant, ne peut s'empêcher de rivaliser avec son propre fils. Louise était immergée dans le personnage, sa voix chargée d'émotion quand elle glissa dans une flaque de liquide inexplicablement répandue sur scène. La chute fut laide, résultant en une cheville tordue et un moment d'humiliation devant toute la distribution. « Quelqu'un a laissé de l'eau sur scène ?» demanda Marc, irrité, tandis que Pierre et Charlotte aidèrent Louise à se relever. « Ce n'était pas de l'eau », murmura Louise, sentant l'odeur sucrée. C'était de l'huile d'amande. Ses yeux rencontrèrent ceux de Julie, qui détourna rapidement le regard, feignant l'inquiétude. L'incident fut suffisant pour que Richard, qui assistait à la répétition, intervienne. « Béatrice, s'il vous plaît, emmenez Madame Mercier pour une attention médicale immédiate », ordonna-t-il, sa voix calme contrastant avec la fureur contenue dans ses yeux. « Marc, j'aimerais parler avec vous et la distribution en privé. » Tandis qu'elle était emmenée dehors, Louise parvint à entendre le début du discours de Richard, des mots fermes sur le professionnalisme, le respect et les conséquences des comportements contraires à l'éthique dans sa production. Elle ne put entendre le reste, mais le silence absolu qui suivit en disait long. Le médecin diagnostiqua une entorse légère, recommandant du repos pendant quelques jours. Louise fut ramenée à l'appartement, où Richard lui rendit personnellement visite ce soir-là, apportant des fleurs et des nouvelles. « Julie ne fait plus partie de la distribution », annonça-t-il, s'asseyant dans le fauteuil proche du canapé où Louise reposait avec le pied élevé. « Marc est déjà en contact avec une autre actrice pour assumer le rôle de Macha. »« Vous n'aviez pas besoin d'aller si loin », protesta Louise bien que secrètement soulagée. « Au théâtre, ce genre de rivalité est presque... » « Non, » interrompit Richard, son ton n'admettant pas de contestation. « Je ne tolérerai pas ce comportement dans ma production. De plus, ce n'était pas le premier incident, seulement le plus grave. Béatrice m'avait déjà alerté sur d'autres situations. » La fermeté avec laquelle il la défendait, pas seulement la production, mais elle, personnellement, toucha Louise profondément. C'était un type de protection qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps, depuis ses premières années de carrière, quand elle était encore protégée par des mentors et des metteurs en scène qui croyaient en son potentiel. « Merci », dit-elle simplement, prenant sa main dans un élan. Richard regarda leurs mains unies avec une expression que Louise ne parvint pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la gratitude, certainement, mais aussi quelque chose de plus complexe, plus personnel. « Reposez-vous », dit-il finalement, se levant. « Nous reprendrons les répétitions quand vous serez rétablis.
La première est encore à 3 semaines. Nous avons le temps. » Après son départ, Louise resta à regarder les fleurs qu'il avait apportées. Des orchidées blanches, élégantes et délicates. Ce n'étaient pas les roses exubérantes qu'un admirateur ordinaire aurait choisies, mais quelque chose de plus subtil, plus sophistiqué, comme s'il la connaissait mieux qu'il n'aurait dû être possible, après si peu de temps. Durant les jours de récupération forcée, Louise se consacra à approfondir sa compréhension d'Arcadina, lisant et relisant le texte, explorant les couches de vanité et de peur et d'amour qui composèrent le personnage. Charlotte lui rendait visite quotidiennement, apportant des nouvelles des répétitions et l'aidant à pratiquer ses répliques. Ce fut durant l'une de ces visites que Charlotte mentionna quelque chose d'intrigant. « Saviez-vous que Richard regarde des vidéos de vos anciennes représentations ?» Béatrice a commenté qu'il a une collection d'enregistrements de pièces françaises, incluant plusieurs où vous avez joué. L'information laissa Louise inquiète. Pourquoi Richard serait-il si intéressé par son travail passé? Était-ce simplement de l'admiration artistique ou y avait-il quelque chose de plus profond, une connexion qu'elle ne parvenait pas encore à percevoir? La réponse commença à se dessiner quand, la veille de son retour aux répétitions, Louise reçut une visite inattendue. François Arnault, le critique théâtral le plus respecté et redouté de Paris, frappa à sa porte en fin d'après-midi. « Pardonnez l'intrusion, dit-il, quand Louise le reçut avec une surprise évidente. Richard Valmont a suggéré que je vous parle avant d'assister aux répétitions demain. » François, avec ses 70 ans et un demi-siècle d'expérience critique, était une légende vivante du théâtre français. Son soutien pouvait faire une carrière, tout comme sa désapprobation pouvait la détruire. Il avait été l'un des rares à défendre le dernier rideau, quand la majorité des critiques l'avaient impitoyablement attaqué. « C'est un plaisir de vous revoir, François, » dit Louise, sincèrement émue. « Mais j'avoue que je suis surprise. Il n'est pas courant qu'un critique fasse des visites particulières avant une production. » « Ce n'est pas une visite professionnelle, Louise, c'est personnel. » François ajusta ses lunettes à monture épaisse, son regard pénétrant évaluant les changements que les années avaient imprimés sur son visage. « Je suis venu parce que je crois que vous devez savoir quelque chose avant de poursuivre avec cette production. Quelque chose sur Richard Valmont. » Le ton solennel avec lequel il prononça ces mots fit accélérer le cœur de Louise. Qu'est-ce qui pourrait être si important? Richard n'a pas acheté l'Opéra Garnier uniquement par amour de l'art ou pour se reconnecter avec ses rêves abandonnés. François fit une pause, comme s'il mesurait soigneusement ses prochains mots. Il l'a acheté à cause de vous, Louise. Il planifie cela depuis des années. La révélation flotta dans l'air comme un écho impossible, résonnant sur les murs de l'appartement et dans l'esprit abasourdi de Louise. Si ce que François disait était vrai, tout, la rencontre apparemment fortuite, l'offre du rôle, la seconde chance, n'était pas l'œuvre du hasard ou de la générosité désintéressée, mais faisait partie d'un plan méticuleusement orchestré. Pourquoi parvint-elle finalement à demander, sa voix guère plus qu'un murmure? Pourquoi ferait-il cela? François Arnault s'installa dans le fauteuil, le poids de décennies d'histoire théâtrale sur ses épaules fatiguées. Cela, ma chère, est quelque chose que seul Richard peut répondre complètement. Mais je peux vous dire qu'il suit votre carrière depuis le début, bien avant que vous ne remarquiez même son existence. Louise fixa François Arnault, essayant de traiter l'information qu'elle venait de recevoir. La pièce sembla tourner autour d'elle, et elle dut s'appuyer sur le bras du canapé pour rester centrée. « Cela n'a aucun sens, murmura-t-elle finalement. Richard et moi ne nous sommes jamais rencontrés avant ce jour sur les marches du théâtre. » François sourit avec gentillesse. « Si, vous vous êtes rencontrés, bien que vous ne vous en souveniez probablement pas. C'était il y a longtemps, quand vous commenciez tout juste. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe jaunie et la tendit à Louise. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, légèrement décolorée. On y voyait un groupe de jeunes étudiants posant devant un petit théâtre universitaire. Louise se reconnut immédiatement. Elle n'avait pas plus de 19 ans, les cheveux plus longs, un sourire radieux, le bras entrelacé avec celui d'une camarade. Et à l'arrière du groupe, presque imperceptible, un jeune homme aux cheveux foncés et au regard intense. « C'est Richard ?» demanda-t-elle, pointant la silhouette. François acquiesça. « Festival universitaire de théâtre, 1997. Vous étiez l'étoile montante de l'Académie d'art dramatique, lui un étudiant en mise en scène de la faculté de communication.
Votre interprétation d'Ophélie a remporté tous les prix cette année-là. Louise examina la photo de plus près, des souvenirs flous commençant à émerger. Je me souviens du festival, bien sûr, mais pas spécifiquement de lui. Il y avait tant de gens. Richard était timide à cette époque, complètement différent de l'homme confiant qu'il est aujourd'hui. Il a dirigé une adaptation expérimentale de En attendant Godot, qui n'a pas été bien reçue. La critique a été dure, particulièrement la mienne. François ajusta ses lunettes, une ombre de regret traversant son visage. J'ai peut-être été précipité dans mon jugement. Le travail était immature, mais il y avait des étincelles de génie. Vous me dites que Richard a abandonné sa carrière artistique à cause d'une critique négative. Pas seulement cela, son père était malade. Les affaires familiales nécessitaient de l'attention, et la critique n'a été que la poussée finale. Mais l'important, c'est qu'avant de renoncer au théâtre, il vous a vu jouer. Et cette nuit-là a changé quelque chose en lui. Louise posa la photo sur la table, essayant de réconcilier cette révélation avec l'homme qu'elle avait connu ces dernières semaines. Il n'a jamais mentionné cela. Richard Valmont est un homme réservé quand il s'agit de questions personnelles, expliqua François, mais il a suivi votre carrière silencieusement pendant des années. Quand vous étiez à votre apogée, il apparaissait souvent au premier rang, discret, juste un visage de plus dans la foule. Il collectionne les programmes de toutes vos productions, les critiques, les interviews dans les magazines. L'idée d'avoir été observé pendant si longtemps sans jamais s'en apercevoir provoqua chez Louise une sensation étrange, un mélange d'inconfort et étonnamment une sorte de chaleur réconfortante. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant, François ?» Le critique soupira profondément. « Parce que je crois que vous méritez de connaître la vérité avant que cette production n'avance davantage. Et parce que... » il hésita. « Parce que j'ai aussi eu ma part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé après le dernier rideau. » Louise se raidit. « Comment ça ? Alexandre Moreau était mon ami de longue date. Quand vous avez rompu. Avec lui et exposé, même indirectement, la nature manipulatrice de votre relation dans cette pièce, il était furieux. Il a demandé à plusieurs d'entre nous, critiques influents, d'être impitoyables. Vous avez écrit la seule critique positive, se rappela Louise, la voix soudainement âpre au souvenir de la trahison collective qu'elle avait subie. Oui, parce que j'ai refusé de participer à cette vengeance mesquine, mais je n'en ai pas fait assez. J'aurais dû dénoncer ce qui se passait, j'aurais dû vous défendre plus énergiquement. François secoua la tête. Le monde théâtral peut être cruel, Louise. Des talents sont détruits par des vanités et des jeux de pouvoir, tous les jours. Et Richard savait cela, à propos d'Alexandre et de la campagne contre moi? Il le soupçonnait. À l'époque, il était déjà un homme d'affaires prospère, mais gardait des contacts dans le milieu artistique. Quand vous avez disparu des scènes, il a essayé de découvrir ce qui s'était passé. C'est alors qu'il a appris votre maladie, vos problèmes financiers, et finalement votre situation dans la rue. Louise se leva brusquement, ignorant la douleur à la cheville. Elle avait besoin de mouvement, d'air. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et observa la ville au dehors, les lumières commençant à s'allumer au début de la soirée. Alors tout ceci, le rôle, l'appartement, la seconde chance, c'est quoi? De la charité. Une obsession. Une sorte de fantasme où il se voit comme mon sauveur. Sa voix tremblait d'indignation. François s'approcha, posant une main bienveillante sur son épaule. Je ne sais pas comment définir les motivations de Richard. Peut-être ne le sait-il pas, lui-même clairement. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il n'a jamais interféré dans le choix artistique. Marc Gauthier est un metteur en scène intègre qui ne vous aurait pas choisi s'il ne croyait pas sincèrement en votre talent. Louise ferma les yeux, essayant d'organiser le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Colère, confusion, gratitude, méfiance, tout se mélangeait en un bouillon toxique qui menaçait de contaminer ce qui, jusqu'à ce moment, semblait un miracle dans sa vie. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour François. « Cela, vous seul pouvez le décider, » répondit-il doucement. « Mais si vous me permettez un conseil, ne laissez pas la vérité sur la façon dont cette opportunité est apparue éclipser le fait que vous la méritez. Je vous ai vu répéter, Louise, votre Arcadina est magistrale. Le public mérite de vous voir. Vous méritez d'être vu. » Après le départ de François,
Louise passa la nuit éveillée, revivant chaque interaction avec Richard sous un nouveau jour. Les petits gestes d'attention, la connaissance détaillée de sa carrière, le choix précis des orchidées, tout prenait un sens différent. Le lendemain matin, elle retourna aux répétitions, déterminée à confronter Richard à la première occasion. La cheville lui faisait encore légèrement mal, mais rien qui compromette son jeu. La distribution l'accueillit avec une joie sincère, particulièrement Charlotte qui avait assumé le rôle de protectrice en l'absence de Louise. « Nous sommes si heureux que vous soyez revenus », s'exclama Charlotte l'embrassant. « Et ne vous inquiétez pas pour Julie. Amélie fait un travail merveilleux comme match. » Louise sourit, essayant de maintenir la normalité. « J'ai hâte de voir. Et Richard, viendra-t-il aujourd'hui ?»« Probablement cet après-midi. Il est en réunion ce matin. » La répétition se déroula avec intensité. L'absence forcée semblait avoir fait du bien à Louise. Elle revint avec une clarté renouvelée sur Arkadina, rendant le personnage encore plus complexe et humain. Marc était exultant, ne faisant que de petits ajustements ici et là. « C'est ça !» s'exclama-t-il après. Une scène particulièrement émouvante entre Arkadina et Constantin. C'est exactement ce que je cherchais depuis le début, la vulnérabilité derrière le masque de confiance. Parfait, Louise. Pendant la pause déjeuner, Louise rencontra Béatrice dans le couloir des loges. L'assistante de Richard semblait tendue comme si elle portait un poids. « Béatrice, » appela Louise, « je dois parler à Richard aujourd'hui, c'est important. » Béatrice hésita, mordant sa lèvre inférieure. « Il m'a demandé de vous remettre ceci, » dit-elle finalement, tendant une enveloppe. « Il a dit que vous auriez probablement des questions après la visite de M. Arnaud. » L'enveloppe contenait seulement une carte avec une adresse dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et 1 heure, 20 heures. Au verso, écrit à la main avec une calligraphie élégante. Certaines vérités doivent être dites en personne. Hervé. Le reste de la journée de répétition passa comme un flou pour Louise. Elle exécuta ces scènes mécaniquement, son esprit focalisé sur la confrontation à venir. À 19h30, une voiture de la production l'attendait à la porte du théâtre pour l'emmener à l'adresse indiquée. C'était une vieille maison, dans le style des hôtels particuliers, qui faisèrent la gloire de Saint-Germain-des-Prés dans les décennies passées. L'architecture était classique, avec des éléments art déco préservés avec soin. Un majordome répondit à la porte et conduisit Louise à travers un hall d'entrée élégant jusqu'à un vaste salon accueillant. Richard se tenait debout près d'une cheminée, contemplant le feu. Il portait des vêtements plus décontractés que d'habitude, pantalon de lin et chemise blanche aux manches retroussées. Il semblait plus jeune ainsi, plus proche de cet étudiant de la photographie. « Merci d'être venu, » dit-il, se tournant pour l'accueillir. « J'imagine que François vous a raconté certaines choses. »« Suffisamment pour que je me sente manipulée, » répondit Louise, décidant d'aller droit au but. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que nous nous connaissions déjà? Pourquoi toute cette mise en scène ?» Richard indiqua le canapé, l'invitant à s'asseoir. « Ce n'était pas une mise en scène, Louise, et techniquement nous ne nous connaissions pas. Je vous ai connu, mais vous ne m'avez jamais vraiment connu. Cela ne répond pas à ma question. » Il soupira, servant 2 verres de vin avant de s'asseoir dans le fauteuil opposé. « Quand je vous ai vu sur les marches du théâtre ce jour-là, ce n'était pas planifié. Je savais que vous étiez en situation difficile. Je savais que vous fréquentiez cette zone. Mais notre rencontre était vraiment une coïncidence. Mais vous avez acheté le théâtre à cause de moi? C'est ce que François a insinué. » « Pas exactement. » Richard prit une gorgée de vin organisant ses pensées. « J'ai acheté le théâtre parce que ça a toujours été mon rêve de retourner au monde artistique. Mais j'ai choisi ce théâtre spécifique parce que je savais qu'il était important pour vous. Et oui, j'espérais que nos chemins se croiseraient, éventuellement. Pourquoi? Que suis-je pour vous, Richard? Une passion platonique de jeunesse? Un projet de charité? Une obsession? » La question directe sembla le frapper avec force. Richard posa son verre sur la table et se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. « Vous êtes la raison pour laquelle je crois encore en l'art, Louise. Cette nuit-là, en 1997, j'étais sur le point de tout abandonner. La critique de François sur mon travail m'avait détruit. J'étais convaincu que je n'avais pas de talent, que je me leurrais. Et puis je vous ai vu comme Ophélie. » Sa voix s'étrangla au souvenir. C'était transcendantal.
Pour la première fois, j'ai compris le véritable pouvoir du théâtre, sa capacité à transmettre une vérité émotionnelle, à connecter les êtres humains à un niveau profond. Louise écoutait en silence, désarmée par la sincérité palpable de ses paroles. Quand je suis retourné aux affaires familiales, j'ai emporté ce souvenir avec moi. Dans les moments plus sombres, quand le monde des affaires semblait aspirer mon âme, je regardais vos performances. Vous êtes devenu un symbole pour moi, du chemin non suivi, de la pureté artistique que j'avais abandonnée. Ce n'est pas sain, Richard, observa Louise doucement. Idéaliser quelqu'un de cette façon. Je sais, admit-il avec un sourire triste. Avec le temps, ce n'était plus à propos de vous personnellement et c'est devenu quelque chose de plus grand, une reconnexion avec l'art, avec l'authenticité. Quand j'ai appris votre situation, j'ai senti que l'univers me donnait une chance, de rendre l'appareil, de boucler la boucle. Richard se leva et marcha jusqu'à une étagère, d'où il retira un vieux dossier. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose que même François ne connaît pas. Il remit le dossier à Louise. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux, des documents, des photographies, tous liés au dernier rideau et aux événements qui suivirent. Qu'est-ce que c'est? Des preuves. Alexandre Moreau n'a pas seulement orchestré une campagne contre vous dans les médias, il a activement saboté vos opportunités subséquentes. Richard pointa un document spécifique. Voici un email de lui au directeur de la Comédie Française, l'alertant sur vos supposés problèmes de comportement, quand vous étiez considéré pour un rôle important après votre rétablissement. Louise feuilletait les documents avec une horreur croissante. Lettres, emails, enregistrements de conversations, tous montrant comment Alexandre avait systématiquement détruit ses chances professionnelles, répandant des rumeurs, interférant dans des embauches, manipulant d'anciens alliés contre elle. Comment avez-vous obtenu tout cela? J'ai des ressources et des contacts. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai commencé à enquêter. Malheureusement, quand j'ai finalement réuni toutes les preuves, vous aviez déjà disparu du circuit théâtral. J'ai essayé de vous trouver, mais... Il fit un geste d'impuissance. Vous n'étiez nulle part. Et pourquoi ne pas me l'avoir? Montrer avant? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Richard se rassit, le visage marqué par un sérieux profond. Parce que je voulais que vous reveniez sur scène par votre propre mérite, non motivé par du ressentiment ou une soif de vengeance. Je voulais que votre retour soit centré sur l'art, pas sur Alexandre. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions contradictoires. Louise se sentait trahie à nouveau, pas seulement par Alexandre dont elle connaissait déjà la malveillance, mais par le système qui avait permis que cela arrive, par les amis qui avaient cru au mensonge, par l'injustice de tout cela. « Que comptez-vous faire avec ces informations ?» demanda-t-elle finalement. « Ce que vous voudrez, » répondit Richard simplement. « Nous pouvons les rendre publics, chercher une forme de justice, ou nous pouvons laisser le passé derrière nous et nous concentrer sur l'avenir. La décision vous appartient. » Louise ferma le dossier et le mit de côté. Son corps tremblait légèrement, non de colère, mais d'une étrange sensation de libération. Pendant des années, elle avait cru que son échec était le résultat de ses propres défauts, talent insuffisant, mauvais choix, malchance. Savoir qu'elle avait été délibérément sabotée était douloureux, mais aussi libérateur. Qu'est-il advenu de lui, d'Alexandre? Il met toujours en scène, bien qu'avec moins de prestige qu'avant. La nouvelle génération le considère comme dépassé et trop conventionnel. Richard hésita avant d'ajouter « Il sera invité à la première de La Mouette, à moins que vous ne préfériez qu'il ne le soit pas. » Un sourire lent se forma sur les lèvres de Louise. « Non, je veux qu'il vienne. Je veux qu'il me voie sur scène à nouveau dans toute ma gloire. » Richard acquiesça, comprenant parfaitement le sentiment. « Et qu'en est-il de moi, Louise? Qu'avez-vous décidé? Voulez-vous toujours continuer dans la production, sachant tout? Cela ?» Elle l'étudia longuement. L'homme en face d'elle n'était pas un sauveur parfait, ni un manipulateur sinistre. Il était simplement humain, complexe, imparfait, motivé par un mélange de motifs nobles et égoïstes, comme tout le monde. « Je vais rester, » décida-t-elle finalement. « Pas pour vous, ni pour me venger d'Alexandre. Je vais rester pour moi-même et pour le public qui mérite de voir cette pièce. » Un soulagement visible parcourut le visage de Richard. « J'en suis heureux. Ce serait une perte irréparable pour le théâtre français
si vous abandonniez maintenant. Mais nous devons établir certaines limites, Richard. Plus de surprises, plus de secrets à partir de maintenant. Et je veux qu'il soit clair que ma gratitude n'implique aucun type d'obligation personnelle. Absolument, convint-il promptement. Ce n'a jamais été mon intention. Tandis que Louise quittait la maison de Saint-Germain-des-Prés ce soir-là, elle se sentait étrangement légère, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. La vérité, aussi compliquée soit-elle, était préférable à l'incertitude qui l'avait tourmentée. Dans la voiture, en route vers l'appartement, elle repassa mentalement les événements des derniers jours, les révélations, les nouvelles perspectives. Une phrase de la mouette lui vint à l'esprit, une réplique d'Arcadina qui résonnait maintenant avec un sens renouvelé. « Je suis comme une mouette. » Non, ce n'est pas ça, je suis une actrice. Oui, pensa Louise. Par-dessus tout, au-delà des trahisons et des rédemptions, des amours et des haines, elle était une actrice, et elle s'apprêtait à donner la performance de sa vie. Les deux. Semaines qui précédèrent la première de La Mouette furent intenses comme un ouragan. Après la conversation révélatrice avec Richard, Louise se plongea dans le travail avec une détermination renouvelée. Chaque répétition devint une opportunité de perfectionnement. Chaque scène, une chance d'approfondir sa compréhension d'Arcadina et par extension d'elle-même. La dynamique entre Louise et Richard avait changé. Il n'y avait plus de regards furtifs ou de conversations chargées de sous-entendus. À la place, s'établit un partenariat professionnel basé sur le respect mutuel et la transparence. Richard continuait à fréquenter les répétitions, mais maintenait une distance respectueuse, permettant à Marc Gauthier de conduire le processus créatif sans interférence. Un matin particulièrement productif, après une répétition où Louise avait réussi une percée émotionnelle dans une scène difficile, Richard l'aborda discrètement. « J'ai une proposition à discuter avec vous, dit-il. Ce n'est pas à propos de la pièce actuelle, mais sur l'avenir. » Intriguée, Louise accepta de le rencontrer pour un café après la répétition. Dans le petit bistrot proche du théâtre, Richard exposa son idée. « Je prévois de créer un programme de mentorat pour jeunes artistes en situation de vulnérabilité, » expliqua-t-il, poussant un dossier avec l'ébauche du projet. « J'aimerais que vous en soyez la directrice artistique. » Louise feuilleta les documents, surprise par l'ampleur, ambitieuse de l'initiative. « C'est incroyable, Richard. Mais pourquoi moi? Il existe des éducateurs théâtraux avec beaucoup plus d'expérience. »« Parce que vous avez vécu les deux côtés, » répondit-il simplement. « Vous connaissez les hauteurs du succès et les profondeurs de l'oubli. Cette perspective est inestimable pour des jeunes qui affrontent des barrières dans le monde artistique. » La proposition toucha Louise profondément. C'était comme si Richard avait identifié un désir qu'elle-même n'avait pas encore formulé. Consciemment, celui de transformer son expérience douloureuse en quelque chose de constructif, quelque chose qui pourrait bénéficier à d'autres. « Je devrais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Concentrons-nous d'abord sur la première, et nous en reparlerons tranquillement après. » Richard acquiesça satisfait. Sans précipitation, le projet ne commencerait qu'au semestre prochain de toute façon. Pendant ce temps, l'amitié entre Louise et Charlotte fleurissait, transcendant la relation de mentor et élève. Les deux restaient souvent au théâtre après les répétitions, discutant non seulement de techniques de jeu, mais partageant des histoires personnelles, des peurs et des rêves. « Parfois j'ai peur de n'être jamais assez bonne », confia Charlotte durant un de ces moments, « de ne jamais atteindre le niveau que vous aviez à mon âge. » « Chaque artiste a son propre chemin, sa propre chronologie, » répondit Louise, entourant la jeune femme de son bras. « Et puis, tu es déjà extraordinaire. Ta Nina a une vulnérabilité que je n'aurais jamais pu capturer quand j'avais ton âge. » « C'est vrai? Vous le pensez vraiment? »« Je ne te le dirais pas si je n'y croyais pas, » affirma Louise avec un sourire. « Un des avantages de l'âge est de ne plus avoir besoin de mentir par politesse. » La relation de mentorat n'était pas unilatérale. Charlotte, avec son énergie juvénile et sa perspective contemporaine, enseignait aussi beaucoup à Louise. Des expressions actuelles aux nouvelles approches interprétatives qui reflétaient les sensibilités de la génération plus jeune. Cet échange intergénérationnel se reflétait magiquement sur scène. Enrichissant la dynamique complexe entre Arcadina et Nina, l'actrice établie craignant le déclin,
et la jeune aspirante attendant avec impatience l'aube de sa carrière. 2 semaines avant la première, Marc organisa la première répétition avec costume complet. La garde-robe, spécialement conçue pour cette production, était une fusion élégante entre l'esthétique tchécovienne originale et des éléments de l'élite rurale française des années 1990. Pour Arkadina, ils créèrent des robes sophistiquées qui évoquaient à la fois le glamour et une certaine décadence, parfaite pour une ex-vedette de série tentant de maintenir les apparences. Quand Louise émergea de la loge portant le costume complet pour la première fois, il y eut un silence révérencieux dans la salle de répétition. La transformation était stupéfiante. Ce n'était pas seulement la tenue, c'était comme si chaque cellule de son corps avait été recalibrée pour incorporer Arkadina. Sa posture, sa démarche, la façon dont elle tenait la tête, tout communiquait des décennies d'histoire non dites. « Mon Dieu !» chuchota Charlotte, les yeux écarquillés. « C'est comme de la magie. » Marc ne pouvait contenir son enthousiasme. « C'est ça, exactement ça. C'est l'Arkadina que j'imaginais quand j'ai adapté le texte. » La répétition de ce jour-là fut électrisante. La présence du costume adéquat sembla libérer quelque chose chez les acteurs, élevant leur performance à un nouveau niveau. La scène où Arkadina séduit Trigorin, interprété par Antoine Laurent, pour l'empêcher de l'abandonner pour Nina, fut si convaincante qu'elle arracha des applaudissements spontanés de l'équipe technique qui observait. « Vous êtes prêts ?» déclara Marc à la fin, les larmes aux yeux. « Le reste n'est que polissage. » 1 semaine avant la première, les répétitions ouvertes commencèrent. Des journalistes sélectionnés et des étudiants en théâtre furent invités à assister, générant les premiers murmures sur la production dans les médias spécialisés. Un article particulièrement élogieux dans le principal journal culturel de Paris soulignait le retour triomphal de Louise Mercier, qui apporte à Arkadina des décennies d'expérience vivante qu'aucune technique ne pourrait simuler. La couverture médiatique s'accrut exponentiellement quand l'histoire personnelle de Louise commença à circuler. Non les détails sordides sur le sabotage d'Alexandre, qu'elle avait choisi de garder privé pour l'instant, mais sa trajectoire d'ascension, de chute et de résurgence. Le public adore une histoire de rédemption, et la sienne avait tous les éléments d'un drame parfait. Il vous appelle le phénix du théâtre français, commenta Charlotte, montrant à Louise un article sur son téléphone. Les billets pour les 3 premières semaines sont déjà épuisés. La pression augmentait, mais Louise se sentait étrangement calme. Des années à vivre dans la rue lui avaient donné une perspective que peu d'artistes possédaient. La vraie peur n'était pas d'échouer sur scène, mais de ne pas avoir la chance d'y remonter. 3 jours avant la première, durant une pause de répétition, Béatrice s'approcha discrètement de Louise. « J'ai un message de M. Valmont. Alexandre Moreau a confirmé sa présence à la première. » Le cœur de Louise s'accéléra, mais pas de peur. « Parfait. Réservez-lui une place au 3e rang, centre. Je veux qu'il ait une vision parfaite. » Là, veille de la première arriva avec sa charge traditionnelle de nervosité et d'expectative. Suivant la superstition théâtrale, la répétition générale fut délibérément imparfaite. Petites erreurs techniques, répliques manquées, un trébuchement ici et là. Mauvaise répétition, bonne première, murmurèrent les acteurs, les plus expérimentés, rassurant les novices. Après la répétition finale, Richard invita toute la distribution et l'équipe à un dîner au restaurant du théâtre. L'ambiance était festive, avec du champagne coulant librement et des discours émouvants. Quand vint son tour de parler, Richard leva son verre et regarda directement Louise. « À l'art qui a le pouvoir de transformer des vies, et à vous tous qui avez transformé un rêve en réalité. » Cette nuit-là, seule dans l'appartement qu'elle considérait maintenant comme son foyer, Louise n'arrivait pas à dormir. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et contempla la ville qu'il avait tant de fois rejetée et semblait maintenant prête à l'accueillir à nouveau. Paris, avec ses contradictions et ses possibilités infinies, s'étendait devant elle comme une immense scène illuminée. Elle pensa à son parcours, aux gloires passées, aux humiliations, aux nuits froides sur les marches du théâtre, et maintenant à cette improbable renaissance. Ce n'était pas un conte de fées, c'était plus complexe, plus vrai que cela. C'était une histoire sur la résilience, sur le prix de l'art, sur le pouvoir rédempteur du travail créatif. Finalement, à l'aube, Louise s'endormit avec un sourire aux lèvres, prête pour le nouveau jour qui s'annonçait.
Le matin de la première se leva ensoleillé. Un rare jour de ciel bleu à Paris. Louise se réveilla tôt, suivant le rituel qu'elle avait établi ces derniers jours. Yoga léger pour réchauffer le corps, exercices vocaux pour préparer la voix. 1 heure de silence pour centrer l'esprit. À midi, elle reçut une livraison spéciale. Un bouquet d'orchidées blanches avec une carte de Richard. « Je n'aurai pas besoin de vous souhaiter bonne chance. Le talent se passe de superstition. » Le geste la toucha, non par le romantisme qu'il pouvait suggérer, mais par la compréhension profonde qu'il démontrait. Richard avait appris à la voir comme elle. Était vraiment une artiste, non un symbole ou un projet de sauvetage. Dans la loge du théâtre, 3 heures avant la représentation, l'atmosphère était de concentration tranquille. Louise s'assit devant le miroir et observa tandis que la maquilleuse travaillait, transformant graduellement son visage en celui d'Arcadina. Couche par couche, le masque du personnage prenait forme, non pour cacher l'actrice, mais pour la révéler dans son essence la plus profonde. Charlotte frappa doucement à la porte et entra, déjà partiellement caractérisée comme Nina. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de terreur. « Je peux rester ici un moment ?» demanda-t-elle timidement. « Ma loge est trop bruyante avec les autres actrices. »« Bien sûr, » sourit Louise, indiquant une chaise à côté. « Viens partager le silence avec moi. » Les deux restèrent côte à côte, chacune immergée dans ses propres pensées, connectées par une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. C'était un moment intime et puissant, 2 générations d'actrices, chacune au seuil d'une transformation significative dans sa carrière. « J'ai quelque chose pour toi », dit Louise finalement, remettant à Charlotte un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une délicate broche en argent, en forme de mouette. « C'était mon porte-bonheur dans mes premières années de carrière », expliqua Louise. « Je veux que tu l'aies maintenant. » Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi personnel. »« Si, tu le peux et tu le dois, » insista Louise. « C'est ainsi que l'art reste vivant, en passant d'une génération à l'autre. » 1 heure avant le début, le théâtre bouillonnait déjà de l'énergie du public qui arrivait. Dans les coulisses, la distribution se réunit en cercle pour le traditionnel moment de concentration collective. Marc conduisit un bref échauffement vocal, puis demanda à tous de se donner la main. « Rappelez-vous l'essentiel, dit-il. Nous ne sommes pas ici pour impressionner ou plaire. Nous sommes ici pour raconter une histoire vraie sur des êtres humains complexes. Le reste est conséquence. » À 20 heures précises, les lumières de la salle diminuèrent graduellement. Le brouhaha des conversations cessa, remplacé par un silence expectatif. Derrière le rideau fermé, Louise respira profondément, laissant Arcadina émerger complètement. Le décor de la première scène représentait le jardin d'une propriété en Provence. Le rideau s'ouvrit pour révéler Pierre-Henri comme Constantin, ajustant une petite scène improvisée pour la pièce expérimentale qu'il présenterait à sa famille, spécialement pour impressionner sa mère, la célèbre actrice Arcadina. Le public était dans un silence absolu, absorbant les détails du décor méticuleusement construit, l'éclairage qui suggérait un crépuscule provençal, la tension palpable du jeune homme anxieux de reconnaissance. Quand Louise entra finalement en scène, il y eut un murmure collectif de reconnaissance. Elle traversa la scène avec l'assurance étudiée d'une femme, habituée à être le centre d'attention, chaque geste calculé pour projeter une image d'élégance sans effort. « Mon fils, penses-tu vraiment que je veuille voir une pièce expérimentale ? » « Maintenant ?» Sa première réplique, dite avec le parfait équilibre entre affection maternelle et irritation narcissique, captura immédiatement l'essence d'Arcadina. La scène se déroula avec fluidité, la distribution naviguant dans le texte avec précision émotionnelle. Quand vint le moment de la présentation de la pièce de Constantine, avec Charlotte comme protagoniste, la tension dramatique était palpable. La performance de Nina, sincère mais naïve, contrastait douloureusement avec les rires condescendants d'Arcadina. « Ce n'est pas du théâtre, c'est de la torture !» s'exclama Arcadina, interrompant la présentation de son fils. Louise livra la réplique avec une cruauté désinvolte qui fit collectivement retenir son souffle au public. Le regard dévasté de Pierre Constantin et l'inconfort visible de Charlotte Nina créèrent un moment de vérité théâtrale si puissant que plusieurs personnes dans la salle avaient les larmes aux yeux. La pièce avança, alternant moments de comédie subtile et tragédie profonde.
La relation entre Arkadina et son fils, entre Nina et Trigorin, entre jeunesse et maturité, ambition et résignation, tous les thèmes universels de Tchekhov gagnaient de nouvelles nuances dans l'adaptation française. Le second acte amena la confrontation entre Arkadina et Nina, avec la jeune femme tombant amoureuse de l'amant d'Arkadina, l'écrivain Trigorin. La scène où Louise perçoit l'attraction entre les deux fut un cours magistral de jeu non-verbal, son visage enregistrant microscopiquement le choc, le déni, la peur et, finalement, la détermination féroce d'une femme qui ne céderait pas sa place sans combattre. À l'entracte, les loges furent envahies par des personnes de la production, rapportant la réaction enthousiaste du public. Ça sait que c'est la meilleure adaptation de Tchekhov jamais faite en France, raconta Béatrice, presque à bout de souffle d'excitation. Louise reçut la nouvelle avec calme, concentrée sur le maintien de son centre pour le second acte. Charlotte, en revanche, irradiait de bonheur, arrivant à peine à contenir son enthousiasme. Vous avez vu leur tête quand nous avons terminé la scène du lac? Ils étaient hypnotisés. Quand la sonnerie annonça la fin de l'entracte, Louise sentit une main sur son épaule. C'était Richard. « Je voulais juste dire que vous êtes... » Il hésita, cherchant le mot juste. « Transcendante. » Le second acte s'ouvrit avec Arkadina et Trigorin discutant de quitter ou rester à la propriété. La célèbre scène où Arkadina séduit Trigorin pour l'empêcher de la quitter pour Nina fut le point culminant de la soirée. Louise transforma ce qui aurait pu être simplement de la manipulation émotionnelle en quelque chose de plus nuancé, le désespoir d'une femme affrontant non seulement la perte d'un amant, mais son propre déclin comme artiste et femme. « Tu es mon dernier chapitre, mon crépuscule glorieux », improvisa Louise, amplifiant subtilement le texte original avec une réplique qui capturait parfaitement l'esprit d'Arkadina. Marc, observant depuis les coulisses, sourit en approbation. C'était exactement le type de liberté créative qu'il avait encouragé durant les répétitions. Quand le rideau se ferma finalement après la scène finale, Nina, revenant, des années plus tard, détruite par la vie mais toujours déterminée à être actrice. Le silence qui suivit fut presque surnaturel. Pendant quelques secondes, il semblait que le public avait collectivement oublié comment réagir. Et puis, comme une vague se brisant sur la plage, cela commença. D'abord quelques applaudissements hésitants, bientôt suivis par une explosion assourdissante d'applaudissements, de sifflements et de cris de « Bravo !». Le rideau se rouvrit pour les salutations et l'ovation s'intensifia quand Louise fit un pas en avant. C'était un applaudissement différent de tout ce qu'elle avait déjà expérimenté, pas seulement de l'admiration pour une performance bien exécutée, mais une reconnaissance profonde de son parcours personnel, de sa résilience, de son art, qui avait survécu aux intempéries de la vie. Des larmes coulaient librement sur le visage de Louise, tandis qu'elle absorbait ce moment, la chaleur des lumières de la scène, le rugissement du public, le poids d'Arkadina encore sur ses épaules, la sensation d'être exactement où elle devait être. Quand les applaudissements diminuèrent enfin et que la distribution se retira dans les coulisses, l'émotion était palpable. Embrassades, larmes, félicitations. Le rituel post-spectacle réussi se répétait avec une intensité spéciale. Marc étreignit Louise longuement. « Vous avez redéfini Arkadina pour toute une génération de Français », dit-il, la voix émue. Tandis qu'elle se changeait dans sa loge, des coups à la porte annoncèrent l'arrivée de visiteurs, critiques, amis, anciens fans qui avaient reconnu son nom dans le programme. Parmi eux, François Arnaud, avec un sourire radieux. « Perfection, ma chère, absolument sublime. » Louise embrassa le critique avec affection. « Votre soutien a signifié plus que vous ne l'imaginez, François. »« Il y a quelqu'un qui aimerait vous parler, dit-il avec un regard significatif. Il attend dans le couloir. Je pense que vous savez qui c'est. » Le cœur de Louise s'accéléra. Elle savait exactement qui ce serait. Alexandre Moreau, l'homme qui avait presque détruit sa carrière et sa vie. Pendant un moment, elle hésita, incertaine si elle était prête pour cette confrontation. « Voulez-vous que je lui demande ?»« De partir, » offrit François, percevant son hésitation. Louise respira profondément, arrangea ses cheveux et redressa les épaules. « Non, laissez-le entrer. » Pendant qu'elle attendait, elle se regarda dans le miroir de la loge, non plus comme Arkadina, non comme la femme des marches du théâtre, mais comme Louise Mercier, une survivante, une artiste en pleine renaissance.
Quel que soit le résultat de cette rencontre, elle était prête. La porte de la loge s'ouvrit lentement, révélant Alexandre Moreau. À 72 ans, il maintenait encore la posture imposante qui l'avait caractérisé dans ses jours de gloire comme metteur en scène, bien que ses cheveux, autrefois noirs, fussent maintenant complètement blancs. Ses yeux, cependant, restèrent les mêmes, pénétrants, calculateurs, capables de faire trembler des acteurs avec un seul regard critique. « Louise, dit-il, sa voix grave remplissant le petit espace. Une performance extraordinaire, mes félicitations. » Elle resta assise devant le miroir, l'observant par le reflet. L'homme qui avait été un jour son mentor, amant et plus tard bourreau, semblait étrangement diminué dans ce contexte. Non plus une figure d'autorité incontestable, mais juste un homme vieillissant, essayant de maintenir les apparences. « Alexandre, répondit-elle avec un calme qui la surprit elle-même, merci d'être venu. » Il fit quelques pas hésitants dans la loge, maintenant une distance respectueuse. « Votre Arkadina, c'était une interprétation que je n'ai jamais vue auparavant. Vous avez apporté une humanité au personnage que même Tchekhov n'avait pas imaginé. Vous avez toujours été généreux en compliments quand cela vous arrangeait, » commenta Louise, se tournant finalement pour le regarder directement. « C'est une partie de votre charme. » Un silence inconfortable s'établit entre eux. Alexandre semblait chercher ses mots, chose rare pour un homme connu pour son éloquence. « Je sais ce que vous avez fait, » dit Louise tranquillement, lui épargnant l'effort. « Je sais tout, Alexandre. Les emails, les appels, les rumeurs stratégiquement répandues. La campagne systématique pour me détruire professionnellement. » La couleur quitta le visage de l'homme. Pendant un instant, il sembla sur le point de nier, mais quelque chose dans le regard ferme de Louise l'en empêcha. « Comment l'avez-vous découvert » demanda-t-il finalement. « Est-ce important ? Ce qui compte, c'est que je sais. Et curieusement, cette connaissance m'a libéré. » Louise se leva, ajustant le peignoir de soie sur son corps. « Pendant des années, j'ai cru que j'avais échoué par incompétence, par insuffisance. J'ai porté ce poids, cette culpabilité. Savoir que j'ai été délibérément saboté est, d'une certaine façon, un soulagement. » Alexandre déglutit. « Je suis venu demander pardon, Louise. Ce que j'ai fait était impardonnable, je le sais, mais même ainsi... » « Pardon ?» Louise sourit, non avec amertume, mais avec une sérénité authentique qui déconcerta le vieux metteur en scène. « Savez-vous ce qui est ironique, Alexandre ? Il y a une semaine, j'aurais tout donné pour avoir ce moment. Vous, ici, humilié, implorant le pardon. J'ai imaginé ce scénario des centaines de fois durant les nuits froides sur les marches du théâtre. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre de la loge, d'où elle pouvait voir la place de l'Opéra illuminée. « Mais maintenant, je réalise que vous n'avez plus de pouvoir sur moi, ni pour me blesser, ni pour me rendre heureuse par votre repentir. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que le pardon n'est pas quelque chose que je vous donne, Alexandre. C'est quelque chose que je me donne à moi-même. » Louise se retourna, le regardant à nouveau. « Pour vous avoir fait confiance, pour avoir cru que votre amour était sincère, alors qu'il n'était que possessivité, pour vous avoir permis de définir ma valeur comme artiste et comme femme. Je me pardonne à moi-même pour toutes ces erreurs, et ainsi je me libère de vous. » Alexandre parut momentanément étourdi par la réponse. Il s'attendait à de la fureur, des récriminations, peut-être même à la menace d'une exposition publique, n'importe quoi, sauf cette sérénité désarmante. « Que comptez-vous faire » bégaya-t-il finalement. « À propos de ce que j'ai fait ?»« Rien, » répondit Louise simplement. « Je ne vais pas vous exposer si c'est ce que vous craignez. Non par considération, mais parce que ce serait vous donner une importance que vous ne méritez plus. Mon histoire à partir de maintenant ne vous inclut pas, ni comme vilain, ni comme n'importe quel autre personnage. » Un léger coup à la porte interrompit la conversation. C'était Charlotte, encore partiellement caractérisée comme Nina, les yeux brillants d'excitation. « Louise, il y a une foule là-dehors qui veut vous parler, y compris ce producteur de TF1 dont nous avons parlé. » Elle s'arrêta en remarquant Alexandre. « Oh, pardon, je ne savais pas que vous étiez occupée. »« Ne t'inquiète pas, Charlotte, nous venions juste de conclure une vieille conversation. » Louise sourit à la jeune actrice. « Voici Alexandre Moreau, un metteur en scène de la vieille garde. Alexandre, voici Charlotte Dupont, l'avenir du théâtre français. » La fierté dans la voix de Louise en présentant Charlotte ne passa pas inaperçue d'Alexandre.
qui hocha mécaniquement la tête vers la jeune femme. « Enchantée, dit Charlotte poliment, avant de se tourner vers Louise. « Je ne veux pas vous presser, mais Richard organise une réception dans le foyer et a demandé de m'assurer que vous soyez l'invité d'honneur. »« J'arrive tout de suite, » assura Louise. Se tournant vers Alexandre, elle ajouta « Notre conversation est terminée. Je crois. Profitez du reste de la saison si vous le souhaitez. Les billets sont pratiquement épuisés, mais je peux en arranger un pour vous, comme courtoisie professionnelle. » Alexandre comprit le geste pour ce qu'il était, non une offre de réconciliation, mais une déclaration finale d'indépendance. Louise n'avait plus besoin de son approbation ou de ses connexions. Maintenant, c'était elle qui pouvait accorder des faveurs si elle le choisissait. « Merci, mais ce ne sera pas nécessaire, » répondit-il, se dirigeant vers la porte. Au dernier moment, il se retourna. « Vous avez toujours été exceptionnelle, Louise, même quand j'ai essayé de convaincre le monde du contraire. » Avec ces mots, il sortit, laissant derrière lui non seulement la loge, mais aussi un chapitre entier de la vie de Louise. Charlotte observa la scène avec curiosité. Qui était-il vraiment? Quelqu'un que je devais voir une dernière fois, répondit Louise, échangeant son peignoir contre une élégante robe noire. Pour être sûr que j'étais vraiment libre. La réception dans le foyer battait son plein quand Louise arriva, accompagnée par Charlotte. L'espace, normalement austère avec ses marbres et colonnes historiques, avait été transformé avec des arrangements floraux et un éclairage doux. Journalistes, critiques, personnalités du monde théâtral et potentiels mécènes se mélangeaient dans un bourdonnement animé. Richard, élégant dans un costume sombre, conversait avec un groupe d'hommes d'affaires quand il aperçut Louise. S'excusant poliment, il marcha dans sa direction. « L'étoile de la soirée », sourit-il, prenant ses mains avec une admiration sincère. « Tout le monde parle de votre interprétation. François est déjà en train d'écrire ce qu'il promet être la critique la plus enthousiaste de sa carrière. »« C'est le travail collectif, » répondit Louise avec sincérité. « Marc, la production, la distribution extraordinaire, spécialement cette jeune femme ici. » Elle mit un bras autour de Charlotte, qui rougit au compliment. La soirée avança. Dans une séquence de conversation, félicitations et propositions professionnelles pour Louise. Producteur de télévision, réalisateur de cinéma, organisateur de festivals internationaux, tous voulaient s'associer à la renaissance du phénix du théâtre français, comme les médias l'appelaient déjà. À un moment donné, se sentant légèrement étouffée par tant d'attention, Louise s'échappa vers un petit balcon latéral. Là-bas, l'air nocturne de Paris offrait une trêve bienvenue à la chaleur et au bruit de la réception. « J'avais aussi besoin d'un moment de paix, » dit Richard, la rejoignant quelques minutes plus tard. « Je peux ?» Elle acquiesça, et les deux restèrent côte à côte, contemplant la ville illuminée. « J'ai vu Alexandre partir plus tôt, » commenta-t-il avec désinvolture. « Comment ça s'est passé ?»« Libérateur, » répondit Louise après un moment. « J'ai réalisé qu'il n'a plus de pouvoir sur moi, ni mon passé de façon générale. » Richard sourit. « C'est un bon endroit où être, libre du passé mais pas déconnecté de lui. »« Exactement. » Louise se tourna pour lui faire face. « Richard, j'ai réfléchi à votre proposition sur le programme de mentorat. Et je veux la modifier et l'élargir. » Ses yeux brillaient d'un enthousiasme renouvelé, pas seulement du mentorat artistique, mais un centre culturel complet. Un lieu qui offre un hébergement temporaire pour des artistes en situation de vulnérabilité, des ateliers professionnalisants, un espace pour des présentations expérimentales et une assistance psychologique et juridique. Richard l'observait avec un intérêt croissant. « Cela semble ambitieux. »« C'est ambitieux, » convint-elle. « Mais vous avez les ressources financières, j'ai l'expérience vécue et les connexions artistiques. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de vraiment transformateur. Un refuge pour mouettes blessées, » murmura Richard, se référant à la métaphore centrale de la pièce. « Oui, mais pas seulement un refuge, un tremplin, un lieu où les artistes peuvent guérir et ensuite voler à nouveau. » L'enthousiasme de Louise était contagieux. Richard contempla l'idée pendant quelques instants avant de répondre. « Nous aurions besoin d'un espace adéquat, une équipe multidisciplinaire, des partenariats avec des institutions. »« J'ai déjà quelques idées à ce sujet, » interrompit Louise, incapable de contenir son enthousiasme. «
Cet ancien hôtel particulier dans le Marais que vous avez mentionné être à vendre serait parfait. Il a assez d'espace pour des dortoirs, des salles de répétition et même un petit théâtre. Richard rit enchanté par la transformation qu'il voyait devant ses yeux. Ce n'était pas la femme fragilisée des marches du théâtre, ni même l'actrice renaissante de la scène. C'était une visionnaire, une leader émergeant de toutes les couches d'expérience que la vie lui avait fournies. « Faisons-le », décida-t-il, tendant la main comme pour sceller un accord formel. « Associé » Louise hésita brièvement. « Partenaire », corrigea-t-elle, serrant la main offerte. Chacun avec ses responsabilités claires et son autonomie dans ses domaines. Encore mieux. Richard garda sa main dans la sienne à un moment de plus que nécessaire. « J'ai quelque chose pour vous à propos. Une sorte de cadeau de première. » Il sortit de sa poche une petite enveloppe et la remit à Louise. À l'intérieur se trouvait une vieille clé et une carte avec une adresse dans le centre historique de Paris. Qu'est-ce que c'est? Un appartement, pas très grand, mais confortable et à quelques pas du théâtre. Il est à votre nom maintenant. Louise resta momentanément sans voix, regardant de la clé à Richard. « Avant que vous ne protestiez, continua-t-il rapidement, ce n'est pas de la charité ou une tentative d'impressionner. C'est un investissement dans notre partenariat. J'ai besoin que vous soyez bien établi et en sécurité pour vous consacrer pleinement au centre culturel. Et, honnêtement, vous méritez un endroit à vous après tout ce que vous avez traversé. » La sensibilité avec laquelle il avait anticipé ses préoccupations toucha Louise profondément. Ce n'était plus l'admirateur distant projetant des fantasmes sur elle, ni le bienfaiteur essayant de la sauver, c'était un partenaire qui la respectait suffisamment pour soutenir son indépendance. « Merci », dit-elle simplement, gardant la clé. « J'accepte avec gratitude. » Ils retournèrent à la réception ensemble, où ils furent immédiatement